Bonsoir à tous et à toutes, derniers survivants de la TNA pour ce numéro de Impact Wrestles. Ce soir, on va parler d'un épisode spécial de Impact Wrestling, spécial No Surrender. Et pour l'analyser, un duo de choc, nos Hot Fuzz, nos Bad Boys, nos Starkey Hutch, c'est Brucey et Seb. Salut Brucey, d'abord. J'ai Ah mis oui, c'est pas Starkey mal. Hutch pour que tu comprennes au moins une référence, tu vois. Ouais, merci, Parce parce que qu'en c'est plus assez c'était une vieux. référence de mon enfance, tu sais, c'est comme ça Voilà. qu'est venu Bruce Lee d'ailleurs. Enfin, ton enfance. C'est vrai, oui, c'était mon enfance, c'est très bien, merci. Enfance tardive. Et le deuxième, du coup, c'est Seb. Ouais, Seb. C'est-à-dire le Hutch, je suppose. S'il prend Starsky, ouais, t'es forcément Hutch, ouais. Je Bah, parle de ça, mais ce n'est pas sinon, mon époque, donc si tu veux, pour Bad Boys, tu peux être Will Smith, hein, y a pas de souci. bon, on va partir là-dessus alors. Donc voilà. Ou au pire, tu Ça peux va être bien? Guy les bons tuyaux aussi. Hein. Ouais, ça serait un peu plus spécial quand même. Bon, on va plonger sans attendre dans la fédération de Dixie Carter, enfin, bon, juste après ce petit jingle. On se retrouve donc pour ce début de show avec tout de suite une Knockouts Battle Royale pour déterminer la challengeuse au titre Knockouts détenue par Gail Kim. On a donc Havok qui bat Velvet Skies, Angelina Love, Taryn Terrell, Madison Rain, Rebel, Brittany. Et donc elle élimine 6 de ses adversaires sauf Angelina Love qui est éliminée par elle-même. Donc ça finit en 5 minutes 50. C'est rapide et donc. Et c'est Brucey qui va commencer. Hein. Oui, oui. Non, Premier mais boulet de canon ou il fait gentil. bah là, disons que évidemment, moi j'adore, je vénère littéralement la gagnante, disons le tout net. Mais disons que Seb fera peut-être un petit peu la même analyse, c'est que la durée, bon, ben, elle est un petit peu ridicule, mais en même temps, elle est presque longue parce que faut se dire que il y a Havok et Velvet Sky, les deux dernières, qui sont sur le ring au bout de 3 minutes 30. Les autres sont déjà éliminés une à une, donc voilà. Après, ça dure un petit peu. Le problème, c'est qu'il y a eu très peu de prises et les éliminations étaient un peu répétitif, toujours la même à peu près. C'était toujours un coup de poing dans la gueule, donc voilà. À part Rebelle qui a trouvé le moyen de se péter un peu le bras sur les escaliers, de faire, donc voilà. Et puis Angelina Love donc qui a trouvé le moyen de foncer droit dans les cordes, ce qu'il faut jamais faire dans une battle royale. Bon après ils étaient que 7, donc forcément bof. Et puis le suspense était déjà tué dans l'œuf. Et en fait, ce qui va déranger, c'est qu'aussi la durée, c'est quasi, c'est la même durée que les entrées, en fait, parce qu'elles sont toutes rentrées une à une, et puis avec tranquille le temps de monter tranquille sur ring et tout ça. Donc, l'arrivée, Fallait bien combler le temps d'antenne. Hein. ouais, Bon. voilà. Donc à l'arrivée, ça a duré 10 minutes en tout, quoi, un peu plus même. Et bof. Eh ben, Moi, je veux pas vraiment critiquer la durée de ce match puisque c'est une bataille royale, donc t'as pas besoin de faire un match de 20 minutes, ce serait hors de propos. Surtout si t'as que 7 catcheuses dans le ring, un petit truc de 5 minutes, ça me convient très bien pour ce type de match-là. Bruce Lee avait dit qu'il vénérait Havok. Moi personnellement, je la connais pas trop, je la connais que de nom à vrai dire. Sur ce que j'ai vu pour l'instant, je peux pas vraiment me prononcer parce que je l'ai pas vu dans un match complet 1 contre 1. On a que vu des briefs de Havok, mais bon, elle a été montrée comme extrêmement dominante jusqu'à présent. Elle a fait 5 des 6 éliminations de ce match. Donc pour l'instant, c'est une très bonne introduction en matière et j'attends de voir ce que ça donne pour me trancher définitivement un avis. Et donc elle affrontera Gail Kim, et puis pour moi, ça me fait penser à un petit peu la TNA veut en quelque sorte remettre au goût du jour la rivalité Awesome Kong Gail Kim avec un petit peu un gabarit moins costaud bien sûr qu'Awesome Kong, mais tout de même qui a un peu les mêmes caractéristiques ultra physiques. Donc Gail Kim, à mon avis, va se retrouver un petit peu dans une rivalité qui était la première de l'histoire des knockouts en 2007-2008. Ouais, c'est vrai, pour les fans de longue date, ça fait un petit moment nostalgie qui est assez appréciable, hein, parce que c'était une grosse rivalité, donc si ça peut atteindre le même niveau, moi je suis totalement pour. Hein. Mais bon, et on le sait, pardon Pierre, mais que donc, dans les multiples spoilers, ouais, ça c'est déjà pas mal décanté, mais bon, voilà, on n'en dit pas plus. par la suite, on a MVP et Kenny King qui proposent au nouveau venu Chris Melendez de se joindre à eux, mais celui-ci refuse. Du coup, on organise un match
contre ce même Kenny King. Et c'est Melendez qui bat Kenny King en 2 minutes 53. Et du coup, après le match, King essaye d'enlever la prothèse de Melendez, mais il y a Mr. Anderson qui arrive pour faire le sauvetage. Seb. Moi, ça m'a vraiment intrigué cette histoire de Melendez qui a débuté, je crois, il y a 2 semaines auparavant, voire une semaine avant ce C'était show. la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est la semaine dernière même. Et la semaine dernière, il avait battu DJZ. C'est ça, ouais. Ah oui, parce que du coup, sa particularité, c'est qu'il n'a qu'une jambe. Ouais, comme il catch Zach avec Owen, en quelque sorte. une prothèse. Enfin, avec en fait, la ouais. prothèse. Hein. C'est un peu le Oscar Pistorius. Voilà, c'est ça. Il a pas tué sa femme, lui. On sait Pas pas. encore. Bon, en tout cas, moi, ça m'a vraiment intrigué et je dois dire que j'étais quand même assez déçu parce que ouais, c'est vrai que c'est un handicapé, mais bon, faut quand même le juger un peu comme tout le monde sur ses performances et j'ai été vraiment loin d'être subjugué par son talent. Il s'est contenté de vendre des prises et de faire des manœuvres assez basiques. Donc moi, je suis pas subjugué par ce que j'ai vu. Et je pense que sur le long terme, ça va vraiment rien donner. À court terme, ça peut être quelque chose pour que les fans vont suivre parce que voilà, c'est une belle histoire, sa vie quand même. Le gars, c'est un héros américain qu'il a fait la guerre, il a perdu sa jambe au combat, il vient faire son rêve en catchant. C'est une belle histoire, ouais, mais sur le long terme, j'y crois pas du tout, moi. Bah ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, le truc gênant, c'est que c'est vrai que là, on le voit dans l'après-match, que très très vite, hein, on joue direct sur le handicap, ce qui est quand même chiant parce que bon, un handicap, on le dit dans la vie, c'est que faut le constater mais pas le souligner. Et là, le problème, c'est que la TNA très très vite se dépêche de souligner le handicap et de le mettre vraiment en lumière, ce qui, bon, est ennuyeux. Et c'est vrai que je suis d'accord que, en plus, bon, il affronte quand même pour l'instant entre DJZ et Kenny King. C'est des gars qui mettent du rythme, donc forcément il faut suivre. Et puis il avait du mal, c'est vrai. Et puis bon, il gagne un opportuniste. Et là, c'est un rôle des familles. Et puis voilà, c'est bof. C'est sûr que la rivalité qui vient en équipe avec Mr. Anderson, sûrement contre MVP et Kenny King, ça le met en lumière. Mais le problème, c'est que c'est sûr que sur la durée, moi aussi, je suis très dubitatif. Après là, c'était le bon moment de le lancer parce qu'en plus au Manhattan Center de New York, sachant que c'est un New-Yorkais, forcément, ça a de l'impact. Donc c'est positif pour un buzz à court terme, c'est ça le problème. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est plus fort que Zach Gowen? Ah, c'est un dream match là que tu me parles. Hein. Zach Gowen, Chris Melendez. J'attends de voir ça. Franchement, tout le monde attend. Hein. Main event, on verra peut-être de Bound for Glory. Alors, on va passer au prochain match, hein, si vous êtes d'accord. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses en plus à rajouter. Voilà. Et ce prochain match, c'était pour le titre X Division entre Samoa Joe et Homicide. Du coup, je vais dire Homicide, je vais le dire à l'anglaise. Et c'est Samoa Joe qui remporte le match en 5 minutes 44. Après le match, il y a Gemstorm et The Great Sanada qui viennent attaquer Joe et Homicide. Puis Manic, repackagé par Storm, vient mettre un frog splash à Homicide. Roussi. Ouais, le problème c'est que ce match, j'ai l'impression que c'est un peu le cousin du match Samoa Joe Loki qui m'avait moyennement accroché déjà lors du précédent show spécial dont on avait parlé, qui était Destination X, si je me trompe pas, un petit mois avant, et c'est la même durée d'ailleurs à peu près, donc ce qui implique que dans une durée aussi réduite, un petit peu plus de 5 minutes, il faut beaucoup de rythme, beaucoup de prises, que ça soit vraiment un spot fest. Et là, même si c'est correct, c'est plus un déroulé d'un match de 10 minutes, et c'est ça le problème, c'est que du coup c'est vraiment le sentiment que ça finit trop vite, d'autant plus. Et forcément, une durée, ça handicape peut-être un gars comme Samoa Joe qui aime bien installer ses matchs et moins s'y aller à fond, même s'il met beaucoup d'intensité. C'est peut-être là le problème. Je le trouve Homicide, bien bon. Il a l'expérience en même temps, hein, c'est un ancien bien sûr. Et voilà, après le match, Manic, nouvelle tenue, toujours masqué, donc c'est à voir, ça peut être intéressant. Apparemment, James Storm est porté sur le bleu, vu que entre Sanada et Manic, c'est pas mal de bleu, donc
C'est à voir après ce qui peut se passer, mais d'ailleurs il ne peut que relancer Manick, parce que bon forcément c'est un personnage, Sébastien Lira, qui est plus que dans les oubliettes depuis pas mal de temps, donc autant essayer de le relancer d'une manière ou d'une autre. Et là c'est une manière qui peut être intéressante à voir à l'avenir peut-être, une espèce de clan de catcheurs X-Division qui pourrait se dessiner, du genre Samoa Joe, Homicide et Loki contre les trois, James Storm, Sanada et Manick. Peut-être d'autres se rajouteront, bon je vois pas trop qui, mais bon voilà. Ça peut être intéressant, ça donne un peu plus de consistance peut-être à l'X-Division. Seb? C'est quand même assez étrange là tout d'un coup, James Storm qui se retrouve avec des pouvoirs mystiques un petit peu à la Bray Wyatt là, qui est capable de recréer une sorte de famille, une secte, on sait pas trop quoi. Enfin, ça sort un peu de nulle part là, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. On va dire qu'ils ont réussi le mérite à rendre de l'intérêt à Manick, hein, comme tu l'as dit, Boosty, et aussi à Sanada, parce que Sanada Face, pour moi, ça ne marchait pas. Là, la gimmick du Great Sanada, je trouve qu'il est déjà plus intéressant et je pense que ça va donner quelque chose de plutôt bon contre le Great Muta, certainement à Bound for Glory. Moi, j'ai pas lu les spoilers, donc je sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il y aura sans doute un affrontement avec le Great Muta. Après, ouais, sur le match de la X-Division, en 5 minutes, on peut pas dire on peut pas faire une analyse profonde, quoi, mais bon, c'était assez correct pour 5 minutes. Ça a rempli son temps assez rapidement, donc ouais, moi je veux pas critiquer ce match, à part la durée. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne remarque que t'as faite, Seb. Là, je reviens sur James Storm, parce que c'est vrai que il y a vraiment l'analogie, l'inspiration vient vraiment de Bray Wyatt, sachant que Bray Wyatt, il est quand même arrivé à la WWE par ses vignettes où on le voyait dans une vieille cabane dans les bois. Et mais qui se copie trouve... qui copie qui? Là, sur le coup, c'est bien la TNA qui copie bien la WWE comme sur d'autres coups. Non. Et parce que là, on a eu les vignettes exactement pareil, la cabane dans les bois, évidemment. Moins de mystique, mais... Ça aurait pu être ça aurait pu être Francis Lalanne ou je sais pas qui, hein. C'est jamais, hein, quelqu'un d'assez obscur. Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, mais je sais pas, peut-être ce sera Cabrel. le 4e membre, et j'en sais rien. Ouais. C'est peut-être lui d'ailleurs qui chante aux oreilles de Sanada et Manick, qui au départ était pas très... Bon, Sanada un peu plus. C'est Manick qui a été capturé et qui a été repackagé en même pas 2 semaines. Voilà, peut-être qu'en fait, la solution de James Storm, tu l'as trouvée. C'est peut-être la cabane en fait, au fond du jardin. de le coincer dans la cabane au fond du jardin, et puis de lui mettre, je pense, un casque à la chanson de Francis Lalanne. On va passer à un match plus long, tiens, évidemment. Et c'est le 3e match de la série pour le titre de champion du monde par équipe de la TNA. Les Wolves, David Richards et Eddie Edwards, qui battent les Hardys, donc Jeff et Matt Hardy, et aussi la team 3D, Bully Ray et Devon, dans un leader match décidé par les Hardys. Et c'était en 13 minutes 40. Toutes les équipes sont à égalité, et du coup il y aura un 4e match décisif qui sera un Full Metal Mayhem, un TLC version TNA. Moi aussi. Ben ouais, voilà, c'est logique, évidemment, bien sûr, c'était cousu de fil blanc. Le premier match, évidemment, c'était un match simple gagné par Team 3D. Le deuxième, c'était un tables match gagné par les Hardy. Et donc le troisième, c'est logique, en même temps, les Wolves n'allaient pas rester fanny comme ça, sachant que c'est quand même les champions par équipe. Voilà, ça, c'est le show stealer sans problème, peut-être le match de l'année à la TNA. C'est fort possible, parce qu'en tout cas, c'est déjà le meilleur de la série, qui est déjà très bonne. C'est sûr, c'est une très bonne idée de mettre ces deux anciennes équipes face aux Wolves, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus d'adversité. Ça rappelle les multiples matchs contre les Bromans qui, bon, on le voit, n'apparaissent plus du tout, donc forcément qu'ils n'ont plus d'intérêt. Et in-ring, c'est pas pareil, bien sûr. Et puis là, avec des stipus, forcément, c'est d'autant plus dynamique. Et surtout qu'il y a une très belle utilisation des échelles, un travail très bien réparti, des doubles prises, du spectaculaire. Bon, je laisserai Sébastien, qui a un souvenir ultra frais, même si moi je l'ai vu hier, décrire un petit peu, ça va lui faire plaisir, je pense. Mais voilà, après c'est vraiment un match remarquable, très bien fait. Il y a forcément quelques petits botches par-ci par-là,
Mais voilà, après c'était un ladder match qui a des allures déjà d'échauffement de TLC, parce qu'on le sait qu'un ladder match c'est un peu une stipule entre guillemets bâtarde, dans le sens où t'as les chaises qui peuvent sortir, la table qui peut sortir, donc il y a de belles choses qui ont été faites à ce niveau-là, un petit écrasement à travers une table, et puis un double stomp sur la chaise aussi qui était pas si mal que ça, fait par les Wolves. Donc à voir, ils attendent apparemment là. Bon, on avait eu la grave blessure de Davey Richards, mais bon, apparemment lors des prochains tappings, je crois la nuit prochaine, ça va se faire ce match. Donc on verra bien comment ça se sera passé. S'ils veulent confier les ceintures à des anciens, je sais pas le feeling de Seb. Moi, je pense que les Wolves conservera les titres. Moi, je pense que c'est un match excellent. Bruce T, ça j'ai pu l'entendre, il avait dit que ce serait pour lui peut-être le match de l'année. Moi je dirais, je n'irai pas jusque là, mais c'est clairement un match de très très bonne facture, là-dessus il n'y a pas de doute. Il y a des spots assez énormes, Jeff Hardy qui est totalement dans son élément, il met littéralement son corps en péril à 3 reprises. Là j'ai plusieurs spots qui me reviennent à l'esprit, et c'est assez hallucinant quoi. Le gars à son âge et tout, il fait encore des trucs comme ça qui peut vraiment le mettre sur un fauteuil roulant. Enfin, c'est rien que pour ça, il regagne le respect qu'il avait perdu au moment où il se droguait. Pour moi, c'est oublier cette histoire. Il a bien réussi à se rattraper, donc je pense que Gus ne sera pas d'accord avec moi, mais pour moi, j'ai totalement pardonné à Jeff, parce que il s'est remis dans le bain, si ce n'est encore plus que ce qu'il donnait auparavant. Donc ouais, moi je trouve que la série c'est également une très bonne idée. Ça permet aux 3 équipes, peut-être les 3 meilleures équipes actuellement à la TNA, de s'affronter plusieurs fois dans des matchs qui sont toujours d'un très bon niveau jusqu'à présent. J'attends vivement le dernier match, hein. On sait que ce sera un Full Metal Mayhem. Ça aurait été intéressant de le proposer à Bound for Glory. Malheureusement, ce sera dans un Impact, et donc je pense que la durée va s'en faire ressentir. On aura sans doute 5 à 10 minutes de moins que ce que ça aurait pu être si ça avait été en pay-per-view. Mais bon, j'attends quand même avec impatience de voir ce dernier match qui sera, je l'espère, remporté par les Wolves, parce que ce serait le résultat logique. Ah, bah t'es d'accord avec moi. Voilà. C'est presque bête, hein, franchement. Non, quoi. Parce que de pas mettre ça dans un pay-per-view, quoi. Et puis Ah, surtout, mais ça, on est d'accord. au Japon, et ce qui aurait été quand même une sacrée affiche, quoi. Parce que c'est sûr qu'on en parlera beaucoup après. Ça sera un petit débat. C'est la même qu'un certain WrestleMania sans Edge et Christian, non? Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Donc voilà. Hein, c'est un gros clin d'œil. Les Wolves remplacent en quelque sorte Edge et Christian, même si voilà, c'est ça. Dire ça, c'est un peu pompeux, oui, sachant... toi, tu grinces des dents, Mais bon, non, mais je les adore, les deux, y a pas de souci. Et Richards et Edwards, je les vois depuis très longtemps en activité. À l'époque où j'étais à la ROH, ils ont fait des affrontements énormes. Donc, notamment contre Steen et Generico, qui sont maintenant aujourd'hui à NXT. Donc, voilà, c'est... Ah non, y a pas de problème. C'est une grosse signature pour la TNA. Il fallait leur donner de la compétition, c'est bien. Après, il faudra bien rebondir là-dessus, parce qu'on le sait que Matt Hardy a un petit contrat et qui va revenir à la ROH très prochainement, parce que c'est la fédération avec laquelle il est sous contrat. Donc, on le sait que c'est un petit passage à la TNA, et que Bully Ray, bon, finalement, c'était un vrai faux départ, manifestement. On en a parlé la dernière fois qu'il y avait une rumeur de départ. Pour l'instant, elles ont été éteintes. On verra la suite. Et Devon, on le sait qu'il va pas aller au-delà de la cérémonie du Hall of Fame, a priori, quand même, donc qui sera Bound for Glory. Donc maintenant, il faudra rebondir après sur d'autres équipes, on verra bien. Et les Wolves, je sais pas si tu l'as dit, mais qui ont été prolongés d'une année automatiquement, je crois, parce que la TNA avait la possibilité de prolonger le contrat des Wolves d'une année selon son bon vouloir, de manière unilatérale, et c'est ce qu'ils ont fait apparemment. Donc une année de plus pour les Wolves. Du coup, on va passer à la suite avec Bram qui bat Gunner en à peine 4 minutes après que Samuel Shaw ait involontairement frappé Gunner. Seb, vas-y. Ah, c'est surtout un match qui permet de respirer, de reprendre son souffle après le gros combat qu'il y a eu juste avant. Hein. C'est pas un match extrêmement important. D'ailleurs, il y a pas vraiment eu de rivalité entre Bram et Gunner, donc ça a été un match placé un petit peu là de manière aléatoire.
Moi, j'adore Bram. Je pense qu'il a fait un excellent travail avec sa série de matchs hardcore avec Abyss. Rapidement, il a réussi à se faire un nom et de devenir presque l'équivalent du point de vue hardcore d'être de Abyss. Donc, moi, j'apprécie vraiment son travail et je suis content de la direction qu'il prend, même si j'aimerais qu'il ait encore un peu plus d'importance. Parce que là, il est un petit peu perdu depuis la fin de cette rivalité avec le monstre Abyss. Sinon, Sam Shaw, encore avec son histoire, on sait pas trop où est-ce que ça mène. Il joue sur plusieurs tableaux, Gunner, Anderson, Brittany, on sait pas trop où est-ce que ça mène. Je pense qu'il faut vraiment du concret sur cette histoire-là, parce que là, le public est perdu. On sait pas quoi penser de Sam Shaw et ça commence à durer depuis trop longtemps. C'est vrai, c'est très vague, parce que Sam Shaw, c'était celui qui était interviewé dans la conférence call, comme vous avez fait partager, donc avec c'était Showtime qui avait posé les questions. Il y avait Gunner aussi, et c'est vrai que on se demande où ça va déjà. Cette liaison, est-ce que ça va être une rivalité, parce qu'apparemment ça se dirige vers une rivalité entre Gunner et Samuel Shaw. Voilà, c'est vrai que, et puis comme tu le dis Seb, c'est vrai que de l'autre côté il y a aussi cette romance en coulisses, on sait pas trop vers quoi ça peut mener. Va-t-il parler d'une autre diva, un knockout pardon, lapsus. Voilà quoi. Non mais c'est vrai que il faut fixer un petit peu les choses, et puis dans les médias, j'ai eu dans un spoiler que justement, comme tu l'as dit Seb, c'est vrai que Bram avec la série contre Abyss d'Hardcore Match, Monsters Ball et tout ça qui sont du même genre, c'est fait vraiment la spécialité. On le connaissait pas vraiment comme ça, parce qu'à l'époque où il était en formation à la WWE, sous le nom de Kenneth Cameron, il était pas forcément un catcheur dur, mais il a pris beaucoup de muscles depuis. Et c'est vrai qu'il s'est quand même beaucoup développé à la dureté, et lors d'un prochain numéro, en tout cas, il affrontera lors d'un hardcore match Samuel Shaw justement. Donc déjà voilà, ça se croise un peu là. Il y en a un qui s'est perdu en tout cas dans le lot, c'était celui qui accompagnait Bram, Magnus, qui lui a complètement disparu des radars. Lui, c'est absolument incroyable. Eh ouais. Le grand espoir de la TNA, et puis voilà, ouais. Le grand espoir de la TNA, c'est Dixie Carter qui le disait même ouvertement, hors Impact, qui le disait dans toutes les interviews, mais voilà, d'un coup, ça a craqué complètement, on sait pas trop, mais voilà, c'est sûr que Bram et Gunner, ils représentent aussi une partie de l'avenir, il faut bien jongler avec eux, on en parle depuis pas mal de temps de Gunner, mine de rien, qui a pu montrer un petit peu jusqu'à ce que, évidemment, on se rappelle qu'il avait un petit peu mal à la jambe, et il s'en est rappelé lui aussi, donc c'est ça qui enclenche après tout le reste. Et puis Samuel Shaw qui est arrivé, tout ça, bon voilà, on le voyait arriver à 3 kilomètres. Mais voilà, il y a matière avec les deux, mais bon, à la TNA, l'utilisation toujours un peu bizarre, hein, on le voit bien à Magnus. Donc après tout, c'est l'illustration de deux gars qui sont casés là dans un show comme ça, et puis dont on ne sait pas après ce qui peut arriver pour eux. Je vous propose de terminer avec le main event pour le titre de champion du monde poids lourd de la TNA. Avec Lashley qui bat Bobby Roode en 13 minutes 9 secondes et qui du coup conserve son titre. Seb. Alors moi j'ai bien aimé ce main event, je trouve que l'histoire qui a été racontée dans ce match est plutôt bonne. On sait que Lashley c'est quelqu'un de très dominant, et en tout cas il a été construit comme tel. Et là, pour la première fois de son règne, il a été poussé dans ses retranchements, il s'est retrouvé en position de perdre à plusieurs reprises. Et ça a même été symbolisé par sa tentative de se faire disqualifier. À un moment, il a pris la ceinture et il a voulu frapper Bobby Roode pour se faire disqualifier et donc conserver le titre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas durant l'intégralité de son règne. Donc là, ça montre qu'il a vraiment été poussé jusqu'au bout de ses limites. Et donc, c'est pour ça que ça a été très bien fait, puisque Bobby Roode ressort très fort de ce combat, même dans la défaite. Et Bobby Lashley qui gagne une fois de plus de manière clean par tombée. Donc les deux lutteurs ressortent grandis de ce match pour moi. Donc ça a été très bien fait. Ouais, même si le match était pas vraiment super, très physique en tout cas, ça c'est sûr. Après Bobby Roode, on lui connaît l'arsenal de prises que là il n'a pas pu développer parce que c'était vraiment une autre histoire.
Mais bon, là aussi, quand on lit les spoilers, on le sait que l'histoire n'est pas terminée. Donc du coup, le pire c'est qu'on aura fait Bound for Glory que l'histoire ne sera pas encore terminée. Donc on vous en parlera peut-être en 2015 finalement. Ouais. Il ne peut pas s'empêcher, hein. Monsieur Spoiler, d'ici des petits spoilers clair. comme ça, mais il peut pas s'empêcher. Hein. C'est Captain Spoiler. Mais disons que surveillez le début du mois de novembre. C'est dire Je que vous les spoil tapis, ils pas, ont pris mais de l'avance. Hein. Et je vous spoil pas, mais quasiment, quoi. Hein. C'est ça. Ouais, c'est un peu entre les deux. Du coup, on passe aux notes. Bruce, il voulait encore dire quelque chose. Ah, Bruce, ouais, ouais. peut-être, ouais. Ouais, sur le match. Mais disons que Bobby Lashley, c'est sûr que en comparaison de son premier run à La TNA qui était assez catastrophique, là celui-là est nettement plus fort. Il a le surnom Destructeur et puis voilà. Là, c'est vrai que par rapport à ses précédentes victoires contre Jeff Hardy, Austin Harris et bien sûr ses 3 victoires contre Eric Young, mais il n'avait pas eu besoin comme ça des interventions de MVP et Kenny King et puis de voilà d'utiliser comme tu l'as dit la ceinture à un moment, de vouloir l'utiliser en tout cas. Donc c'est sûr que là d'un coup en même temps on se disait que là s'il battait aussi nettement Bobby Roode que les autres, là on se disait eh merde, qui est-ce qui reste après? Parce que personne n'a été monté aussi haut justement après, donc autant dire que bon voilà. Mais sinon oui, c'est une période très faste pour Lashley, sachant qu'en plus ses débuts à la MMA ont été très percutants, même si je connais pas du tout le niveau de son adversaire, je suis pas vraiment un pro du MMA moi, mais bon voilà, il a fait saigner George Burns. Il a fait saigner et gagner très facilement, donc autant dire qu'il est sur une très bonne période. Donc c'est à voir un petit peu ce qu'il va y avoir après. Du coup, on va passer à vos notes. Ça va être très dur de faire la moyenne, je pense. Seb. Oui. J'ai eu du mal à noter ce show-là parce qu'une heure et demie c'est jamais évident. Mais là, il y a 2 matchs qui m'ont vraiment plu dans ce show. C'est sans surprise le main event et le match de l'échelle. Après le reste, ça reste presque comme un show classique, hein, j'ai envie de dire. Donc ça mérite pas plus que un petit 6 sur 10 pour ma part. Aussi. Moi je vais mettre 5,5. Vous avez noté peut-être, je pense, au fur et à mesure de l'analyse, que ce qui est très choquant, unique et plus vu depuis X temps, c'est déjà arrivé à TNA, mais plus vu depuis X temps facile, je compte même en année, c'est que là on n'a pas eu vraiment de segment. C'était incroyable. Oui. À part un mini segment donc avant le match Melendez Kenny King, mais qui est vraiment un mini segment, il y a rien d'autre. C'est ça qui est absolument énorme. Donc là, pour une fois, ils ont tenu la promesse d'un statut, entre guillemets, de pay-per-view for free, comme ils disent à chaque fois. Parce que cette fois-ci, au moins, on a eu essentiellement que du temps in-ring. Sauf que, peut-être, c'est assez vicieux, parce que finalement, les durées ne sont pas énormes. Même s'il y a 2 matchs qui ont un niveau pour figurer dans un pay-per-view. Donc, voilà, c'est pas si mal que ça, mais... peut mieux faire quand même, hein, parce que bon, c'est hormis là d'un match, on peut facilement oublier ce show sans souci, donc à voir. Et le problème, c'est que d'habitude, ce show-là est censé lancer les rivalités à venir pour Bound for Glory. C'est un sujet sur lequel on va embrayer après. Oui, parce que du coup, votre moyenne est de 5,75. T'as sorti la calculatrice là? Non, même pas. Oh. C'est dingue, hein. Quel matheux. Quel matheux. Voilà. J'ai les boutons qui poussent. Du coup, on va embrayer avec Bound for Glory qui va se dérouler le 12 octobre et la TNA organise le pay-per-view le plus important de sa saison au Japon. Que dire donc de ce pay-per-view et est-ce que l'on peut en attendre, messieurs Brucey? Ouais, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est un truc qui est bien organisé quand même, qui est assez bien lancé et puis qui est sur le modèle de WrestleMania, mais à l'échelle qui est née, bien sûr. Là, on arrête de suite la comparaison, bien sûr. Mais dans le sens que ils ont un show qui lance une espèce de Road to Bound for Glory, sauf que là, cette année, il n'y en a pas, clairement. Ils ont été tout net. Il y a eu des enregistrements qui ont été faits là, à Bethlehem, en Pennsylvanie, pas du tout en Terre Sainte. Donc voilà, en fait, le problème, c'est que Bound for Glory a vraiment un statut cette année de Why Not Only spécial, ce qui est très gênant et qui en fait me fait ressortir une partie d'une interview
la semaine dernière que j'avais vu de Ethan Carter, qui disait qui expliquait qu'à Bound for Glory, sachant que là-bas c'est un public japonais, c'est un public qui ne suit pas la TNA et qui du coup n'est pas au courant des stories actuelles. Et du coup, c'est lui-même qui l'a dit, parce qu'il le savait très bien ce qu'ils allaient faire. Ils ont prévu de faire des matchs, mais un petit peu en parallèle, on va dire, avec les vrais shows et pas vraiment avec les enjeux du show, sachant que déjà, voilà, c'est le 12 octobre et il y a déjà on connaît déjà des résultats du show du 2 novembre. Donc, comme quoi, il y a quand même un C'est truc choquant pas. ça. Et c'est ça, c'est très choquant. Il démystifie clairement le statut du plus gros show de l'année. C'est très gênant, sachant que bon, voilà. Mais ça va être plutôt, moi, je pense, un TNA Outbreak 2, parce qu'il y a eu le premier Outbreak, c'est-à-dire c'était déjà à Tokyo, avec 4, 5, 6 allez, représentants de la TNA. Il y avait Abyss, Bobby Roode, Austin Harris, les Wolves, voilà, qui étaient venus. Et qui avaient fait des matchs avec les représentants de la Wrestle One, la fédération de Keiji Muto, le Katmuta, et qui donc accueille là aussi, c'est eux qui ont fait en sorte d'accueillir aussi Bound for Glory. Et sachant qu'en plus il y a le titre la Wrestle One qui sera décerné, le premier titre le 8 octobre, ce sera plus une promo de la Wrestle One en fait qu'une promo de la TNA, je pense. Et c'est peut-être ça le problème. Ce qui est totalement contraire au fait, la situation actuelle de la TNA, quoi. C'est un peu bête d'aller faire la promo d'une fédé au Japon, de mettre en suspens un peu leur leur plus gros show de l'année, pour satisfaire Wrestle One. À mon avis, bon, ils ont dû toucher sacrément du pognon, hein. Je crois Oui. que malheureusement, maintenant, ils sont dans une situation où il faut impressionner les chaînes télé pour avoir un nouveau contrat, et je crois qu'ils se concentrent vraiment sur les shows Impact uniquement, et là, les pay-per-view, ils les laissent vraiment comme étant une parenthèse, et ça, c'est assez dommage, surtout pour Bound for Glory, quoi. C'est quand même ton plus gros show. Pourquoi le faire là-dessus Non, mais ça c'est dramatique, on est d'accord, parce que l'anniversary était très bien soigné, comme d'habitude. Et quoique, en revenant sur Slammiversary, il peut y avoir la même couille, c'est-à-dire qu'un catcheur peut se blesser et ça va changer tout. Ça, on sait pas, parce que je vous rappelle que le main event de Slammiversary a été Oui, il y avait modifié. un MVP, oui. Pourtant, Au départ. tous les shows étaient enregistrés à l'avance et il y avait une blessure, donc il fallait tout remodifier en urgence. Et là, ça peut être le cas également. Hein. Ben oui. Sachant que des shows ont été enregistrés après l'enregistrement du pay-per-view. Donc, Mais clairement, il n'y a aucun build-up pour Bound for Glory, parce que là, aucun. Ouais. même moi en tant que Mr. Spoiler, je vous le dis de suite, même en voulant le faire exprès, je peux vous citer aucun match de Bound for Glory parce qu'il n'y en a aucun d'annoncé tout simplement. D'ailleurs, il n'y a même pas eu le concours habituel, enfin Les Bound for Glory Series, ça ils Ouais. ont oublié, ça marchait très bien, mais là, ils ont quand même oublié cette année, c'est une preuve. C'est un des moments qui est quand même sacrément attendu à la TNA, et là, c'est mis carrément aux oubliettes, quoi. Mais comme le dit Seb, ils sont vraiment dans une urgence d'économie, parce qu'il faut aligner comme là, ils font en 3 jours, comme ils avaient fait à New York en 3 jours, il faut aligner carrément limite 2 mois de show weekly. Et du coup, t'es dans l'urgence, tu fais tout très vite. C'est des bons shows, ça, on est d'accord, il y a de bons trucs. Le problème, c'est qu'après, tu tues littéralement au milieu, t'as oublié qu'il y a un gros show et qu'à l'arrivée, on sait même pas quand il sera vraiment diffusé parce que l'horaire japonais correspond pas avec l'horaire américain. Donc du coup, ça a vraiment des allures très malheureuses de One Night Only quand on sait comment ça se passe. C'est One Night Only qui sont enregistrés X temps avant et qui sont délivrés au compte-gouttes. Voilà, je dirais que c'est pas si mal que ça les One Night Only parce que c'est un petit peu le contexte qui nous fait avoir les conference call en fait. Donc du coup c'est au moins un côté positif. Mais voilà, après c'est ça qui est très dommageable. Notre prochain podcast sera donc sur Bound for Glory, mais bon, est-ce qu'on pourra le livrer juste après le 2 octobre? Ça restera à voir. Non, si, je pense quand même. Ils tuent le prestige de leur plus gros show et vraiment c'est gênant, moi je trouve. Je comprends pas le délire. Ce sera diffusé dans la foulée, ce sera pas en direct forcément, ce sera sans doute en léger différé de quelques heures, mais voilà, donc on pourra le. Mais après on a des affiches comme tu l'as dit tout à l'heure,
qui sont en marge vraiment de la TNA, parce que là ils vont ressortir Sanada contre Katmuta, qui est qui est un match qui a disparu qui n'est plus vraiment dans l'histoire de la TNA et qui va revenir là. Et puis ensuite il faudra mêler certains de la Wrestle One, voilà, et ça va faire vraiment C'est du bricolage pour le moment, on peut le dire. Hein. oui, clairement. D'ailleurs, ils savent toujours pas quel match ils vont faire, hein, pour ce show. Je pense c'est pas. une preuve, hein. Et puis, il y a un inconnu, Kurt Angle, qui a annoncé il y a 2 jours qu'il se sent de retour, qui se sent prêt à revenir sur le ring après son énième opération. Et lors de la même interview de la semaine dernière d'Ethan Carter, il a dit qu'il se sentait l'affronter Kurt Angle justement lors de Bound for Glory. Donc voilà, ce qui serait tout à fait un match sorti du contexte littéralement. C'est ça le problème. Hein. Ouais. Et une autre petite news à partir d'Ethan Carter, c'est un petit spoiler, désolé, mais bon, ça tout le monde en a parlé. Oh là là. C'est un autre ancien de la WWE qui est arrivé. Ah oui, Brodus Clay. C'est ça, ouais. Ah là là. Youpi. Ne soyez pas si heureux. C'est assez inquiétant, hein, quand même. Non, voilà, mais Les mecs recrutent n'importe qui alors que c'est pas du tout le moment. D'un côté ils disent qu'ils font des économies, et d'un autre ils engagent Brodus Clay. ben déjà, Ouais. il y avait eu un ratage avec Ezekiel Jackson et Snitsky qui sont restés que pour 2 shows, donc autant dire que voilà. Ah, ça peut être le cas là aussi. Hein. Je pense pas que c'est sur le long terme ou bien. Comme tu as lu les spoilers, tu peux me le dire. On verra parce qu'il y a encore une nuit d'enregistrement. Donc. Après, Brodus Clay était très intéressant à ses débuts à la WWE quand même, quand il était un peu dans l'ombre d'Alberto Del Rio. Après, le problème, c'est que Funkasaurus, ça n'a pas marché. Oui, Enfin, sur ça la marche. durée, oui. Sur Au la départ, durée, ça a forcément, fait c'est vraiment, comme tous les gimmicks comme ça, c'est très casse-gueule. Et du coup, Et en forcément, revanche, après, il a plongé. Et peut-être qu'il est, oui, mais en revanche, qu'il va étonner, hein. c'est Il y a juste une pour suite. prévenir que Bound for Non. Glory ne sera pas le pay-per-view à la grosse préparation au feud actuel, vraiment un show complètement en marge. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @WrestlesRadio, sur Facebook avec la page du coup Wrestlers Radio, le compte YouTube sur lequel vous êtes peut-être en train d'écouter ce podcast. Abonnez-vous. On a besoin d'arriver au 100 pour faire du live sur YouTube. Ce sera plus pratique que Twitch. Et ensuite sur iTunes, du coup, vous avez les podcasts de Wrestlers Radio qui sont tous mis sur iTunes. Voilà. Et aussi sur Archive, du coup. Il y a aussi Archive, faut pas les oublier. Nos partenaires, il y a FLUT, VoxCatch sur lequel vous pourrez retrouver une preview de Night of Champions, qui se déroulera ce dimanche. Le forum PS3 sur WWE 2K14 qui passera à WWE 2K15 sur PS3 et PS4. Eh oui, mais à Ouais. quelle date? Parce que ça a été retardé. Oui, bon, c'est retardé. Bon, ce sera vers décembre. Vers décembre, ils font sûrement leur pré-saison. Donc, vers décembre. Voilà, sinon, vous pouvez aller d'ici là. Mais bon, la saison arrive sur la fin, potentiellement. Et donc, ce forum, c'est la Wrestling Evolution League, la WEL. Ensuite, le forum Catch Asylum et la radio Revolt. Notre prochain rendez-vous, c'est pas plus tard que jeudi. Parce qu'on va être en live. Parce qu'il y a Night of Champions et du coup on va être en live le jeudi, cette fois-ci. le 25 septembre à 20h45. Voilà. D'ici là, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Non, il y aura Impact Wrestlers après Bound for Glory. Et rappelez donc que vous pouvez écouter la dernière conférence call avec Showtime de Catch Asylum, avec Gunner et Samuel Shaw donc. Voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée. Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Ah, ciao. Salut.